matin, l'info se poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. La solution tient en 4 mots. Les impôts doivent baisser. C'est le ministre de l'économie qui le dit. Sera-t-il entendu par Emmanuel Macron? Page complète dès le début de ce journal. Bouteflika, c'est fini. Après 20 ans de règne, il a remis sa démission hier soir. Victoire du peuple algérien ou coup d'état militaire qui ne dit pas son nom? Nous serons à Alger avec notre correspondant. 66 personnes, dont 15 Français, étaient mortes. Le crash d'Egypte Air en 2016. Un rapport accable la compagnie aérienne. La maintenance la plus basique n'avait pas été assurée. À 8h12, le temps fête ses 70 ans, l'âge de la retraite, selon Vincent Hervouette. 8h15, les députés débattent du grand débat. Audrey Crespo-Mara reçoit Gilles Legendre. Il est le président du groupe Les Républicains En Marche à l'Assemblée nationale. Europe 1. D'ici 15 jours, il va falloir conclure le grand débat national. Pour Bruno Le Maire, il y a une solution qui s'impose, diminuer la pression fiscale qui étouffe les classes moyennes, donc en jouant sur l'impôt sur le revenu, en tout cas pour les tranches les plus basses. Écoutez le ministre de l'économie, il s'exprimait hier au banc de l'Assemblée nationale. Les impôts doivent baisser, notamment pour les classes moyennes, modestes, pour toutes ces personnes qui reprennent un travail et qui se voient brutalement soumis à un impôt sur le revenu. Il y a de la part de la majorité, de la part de nos compatriotes, des propositions en ce sens qui me paraissent des propositions utiles et constructives. Les impôts ne doivent baisser qu'à mesure de ce que la dépense publique baissera également. Sinon, nous augmenterons la dette et nous continuerons d'aggraver la situation des Français. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avec Virginie Riva. Qu'est-ce qu'on doit entendre, David? Que c'est une préconisation, c'est pas une annonce? Et oui, ce n'est pas une annonce parce que nous sommes encore et toujours dans le cadre du grand débat national, mais à un moment donné, il va bien falloir trancher. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour David. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos, journal dans lequel Bruno Le Maire s'exprime longuement ce matin. Baisser les impôts, d'accord, mais à condition de diminuer la dépense publique. C'est sur ce point qu'on a envie de savoir si Emmanuel Macron suivra la ligne de son ministre. Mais vous avez raison, c'est la grande question. La sortie du grand débat promet un grand bras de fer. Ouais. Bruno Le Maire trace ses lignes rouges. Effectivement, pas de baisse d'impôts sans baisse des dépenses publiques. C'est le en même temps façon Le Maire. Mais pour le coup, il ne cesse de rappeler, s'il ne cesse de rappeler cette ligne rouge, eh ben c'est parce que ça n'est pas gagné. La baisse des dépenses publiques, rappelez-vous, n'était pas vraiment au cœur du programme d'Emmanuel Macron. Il était beaucoup plus prudent que la droite sur le sujet, notamment sur les fonctionnaires. Et pourquoi Bercy s'inquiète? Parce qu'on relâche la pression. La dette ne sera réduite qu'à la marge. L'équilibre des comptes publics, c'était l'objectif pour la fin du quinquennat, il ne sera pas tenu. Et pourtant, sous la pression des Gilets jaunes, la majorité pousse ses pistes sur les baisses d'impôts. Dès que les choses vont légèrement mieux, dit Bruno Le Maire, on relâche l'effort sur la dépense publique, c'est toute l'inquiétude. On approche donc du moment de vérité, il va falloir choisir entre deux lignes. La ligne rouge de Bruno Le Maire ou une ligne plus accommodante, c'est tout l'enjeu de la sortie du grand débat. Le bras de fer, Bercy-Élysée, l'analyse de Nicolas Barré. Merci Nicolas. Cette fois-ci, ça y est, c'est la fin pour Abdelaziz Bouteflika qui a donc démissionné. Oui, cela faisait 20 ans qu'il était à la tête de l'État algérien. Bonjour Nour Chahine, vous êtes notre correspondant à Alger. Ce sont des images historiques qui ont été diffusées hier soir à la télévision chez vous. On y voit Nour Abdelaziz Bouteflika remettre sa démission au Conseil constitutionnel. Oui, effectivement, c'était sans doute les dernières images de Bouteflika qu'on verra à la télévision publique. Et déjà, cela fait plusieurs années que les images du président Bouteflika sont rares et relèvent beaucoup plus de la mise en scène politique que de l'information. L'objectif, cette fois, était de montrer que le président était bien vivant, car depuis quelques jours, les rumeurs sur sa mort sont plutôt insistantes. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Une victoire démocratique du peuple algérien par sa mobilisation ou bien un coup d'état militaire déguisé? Non, peut-être pas un coup d'état militaire, on en est encore loin. Et bien quand on revient sur l'enchaînement des événements d'hier en début de soirée, c'est plutôt l'armée qui s'impatiente face au clan présidentiel qui essaye encore de gagner du temps alors que le pays est dans une situation d'incertitude politique. Donc l'annonce de la démission de Bouteflika a suivi un communiqué de l'armée qui était plutôt menaçant et il menaçait le clan présidentiel en l'accusant de vouloir détourner la volonté populaire. Bon, anticipons un tout petit peu, que va-t-il se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines? On l'a vu hier soir déjà, les Algériens semblent déterminés à poursuivre leur combat pour se débarrasser d'un système qu'ils rejettent, et il faut le rappeler, dans sa totalité. Maintenant que le Conseil constitutionnel va se réunir pour constater la vacance du pouvoir, on va sans doute assister à une nouvelle démonstration de force populaire, car les Algériens veulent cette fois-ci se débarrasser une fois pour toutes d'un système qui n'a pas été en tout cas à la hauteur des aspirations du peuple. Merci à vous Nour Chahine, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Alger. Theresa May demande un nouveau report du Brexit qui est censé intervenir
venir dès le 12 avril prochain. La première ministre britannique tend désormais la main à l'opposition travailliste dans l'espoir de trouver une majorité au Parlement pour adopter son accord de sortie. Et puis, Carlos Ghosn va prendre la parole. Il l'annonce sur Twitter depuis sa résidence surveillée à Tokyo. L'ancien patron de Renault-Nissan tiendra une conférence de presse le 11 avril prochain pour, je cite, dire la vérité à propos de tout ce qui se passe. Il y a 3 ans, 66 personnes sont mortes dans un avion qui n'aurait jamais dû décoller. Et oui, le crash de l'Airbus A320 d'Egypte Air en mai 2016, parmi les victimes, 15 Français. Eh bien, un rapport a été remis au juge d'instruction qui enquête sur cette catastrophe. Il est accablant pour la compagnie aérienne. La maintenance la plus basique n'avait pas été assurée. Guillaume Bier. Plusieurs jours avant le drame, cet Airbus A320 d'Egypte Air multipliait les signaux d'alerte. Des voyants qui s'allument, des alarmes qui retentissent. Mais d'après ce rapport d'experts, les pilotes n'en ont pas tenu compte. Pourtant, cet avion n'aurait pas dû décoller, estime maître Sébastien Buzy, qui défend les familles de victimes de ce crash. Il ne devait pas partir, il ne devait pas quitter le Caire sans que la maintenance d'Egypte Air intervienne pour résoudre les différentes pannes ou dysfonctionnements constatés sur cet avion. Il y a eu plein d'alertes préalables qui n'ont pas été prises en compte. Certaines alertes ont été reportées par les pilotes, la plupart n'ont pas été reportées et celles qui ont fait l'objet d'un signalement ont été traitées de manière incomplète ou partielle et on doute sur le respect même des procédures Airbus pour réparer cet appareil. Les personnels n'étaient pas informés des dysfonctionnements qu'ils rencontraient et la compagnie a continué de faire effectuer des vols à cet appareil en toute tranquillité sans se soucier d'une manière ou d'une autre de la sécurité. Néanmoins, ce rapport d'enquête se limite à la maintenance de l'appareil et ne porte pas sur les causes du crash. Pour l'Égypte, c'est entendu, la catastrophe est due à un attentat. Conclusion officielle et définitive, à l'opposé du travail des enquêteurs français. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Un médecin militaire français a été tué hier au Mali. Une bombe artisanale a explosé au passage de son véhicule lors d'une opération de lutte antiterroriste. Cet officier est le 24e soldat français décédé au Mali depuis le début de l'intervention en 2013. La charia, la stricte application de la loi islamique, est introduite à partir d'aujourd'hui au Brunei. Ce petit sultanat pétrolier situé en mer de Chine punira par exemple l'homosexualité ou l'adultère par la lapidation. Les multiples condamnations internationales, dont celle de la France, n'auront donc servi à rien. La suite du journal avec David Doucan. Les élèves ont jusqu'à ce soir minuit pour exprimer leurs vœux. On parle de Parcoursup. Oui, et pas une minute de plus. Ceux qui n'auront pas confirmé à temps ne pourront plus continuer sur Parcoursup. Alors, on vous donne un mode d'emploi in extremis pour ne pas vous rater si vous avez attendu jusqu'au dernier moment. Virginie Salmen. C'est l'étape décisive de la procédure Parcoursup. L'essentiel, c'est de confirmer chacun des vœux qu'on souhaite garder, sinon ils seront définitivement perdus. Mais pour pouvoir le faire, il faudra d'abord avoir complété 2 rubriques. Les lettres de motivation de 1500 signes, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-page pour chaque formation, ce qui s'appelle le projet de formation motivé. Il faut ensuite remplir le chapitre Ma préférence, donc dire les formations sur lesquelles on compte le plus. Par exemple, licence de psychologie, prépa maths sup. Ça n'engage à rien les universités ou les écoles auxquelles vous postulez n'auront pas connaissance de ces informations. Ça sert juste à comprendre votre profil pour vous faire de nouvelles propositions si vous êtes à un moment sans solution. Et puis n'oubliez pas d'insérer les pièces justificatives que demandent certaines formations, bulletins de notes, appréciation des professeurs. Il y a une dernière rubrique qui peut booster votre candidature, même si elle est facultative. Ce sont les activités et centres d'intérêt qui remplacent cette année le CV. Mettez en avant vos prouesses sportives, vos engagements associatifs. Ça vaut bien quelques minutes de saisie sur un ordinateur. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Allez David, emmenez-nous sur la Lune ce matin. Oui, en tout cas au Grand Palais à Paris. Oui, c'est déjà pas mal. C'est moins ambitieux. Oui. Pour l'exposition La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires, on y revit la conquête de notre satellite. Avant-première avec Diane Chenouda. On revit les premiers pas de l'homme sur la Lune, avec sous nos yeux plusieurs souvenirs de la mission Apollo 11. Philippe Malguir est le commissaire de l'exposition. Ça, c'est le casque de Michael Collins et quelques objets qui sont pour moi comme des reliques. Donc Michael Collins avait choisi d'emmener son rasoir et on montre aussi la nourriture qu'ils ont emportée. Donc c'est du hachis de bœuf sous vide. Fascinantes aussi les photos originales prises par l'équipage. La première chose qu'ils ont fait en se posant sur la Lune, ils ont jeté un sac avec les déchets du voyage. Et c'est ce sac qu'on voit déjà sur la surface de la Lune dans cette première photo. Une image qui parle forcément à Fatoumata Kébé, l'astronome qui a travaillé sur les déchets dans l'espace. C'est vrai que ce sont des déchets, mais en même temps c'est les premières traces de l'homme sur la Lune. Donc c'est une forme d'archéologie en fait. Première trace aussi, la célèbre empreinte de pied sur la Lune. L'empreinte du pied, en latin, c'est le vestige. Alors de laisser son empreinte, c'est de l'archéologie déjà. Surtout que comme sur la Lune, il n'y a pas de vent, donc cette empreinte
elle va rester là des siècles. La Lune qui a toujours inspiré les artistes, comme on le voit avec Miro, Chagall et ce marbre de Rodin, un couple enlacé, la Terre et la Lune. Diane Chenouda. Ça donne envie. Bah oui, ça donne envie. Elle travaille au service culture Voilà, d'Europe 1. c'est ce que j'allais dire, Nicolas. Elle vous a donné une invitation pour aller voir la Lune? Non, mais je vais lui demander. David Doucan, c'était le journal Non, de 8 un peu de heures. football. Allez, je vous en prie, c'est cadeau. Les demi-finales, la Coupe de France. Important, Bah très oui. important. Hier, Rennes a battu l'Olympique Lyonnais 3-2. Oui. Et ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Nantes au Parc des Princes. Voilà, rapide.